Je salue l'arrivée de Monsieur le député Patrice Kemen, auteur et co-auteur du rapport publié en février 2015 au sujet des investissements en général en France, ceux du Qatar en particulier. Merci d'être là, Monsieur le député. Je salue aussi l'arrivée depuis tout à l'heure de notre invité d'honneur, Monsieur le ministre Roland Dumas. Je vous prie, Monsieur le ministre, de vous installer confortablement, parce que non, ce n'est pas des chaises très confortables à notre âge, n'est-ce pas? Bonjour. Monsieur le ministre Roland Dumas, on va pour le moment vous installer. Vous aurez le droit d'intervenir à tout moment, pas parce que vous fûtes ministre, mais parce que vous avez été l'un des rares hommes politiques à avoir fait preuve de lucidité et de clairvoyance en 2011, c'est-à-dire dès l'éclatement du printemps dit arabe. Merci. C'est là-bas, monsieur le ministre. Mieux ici. Très bien. Alors, vous avez maintenant un débat avec notre ami animé et dirigé d'une main de fer avec notre ami Frérard, un débat d'une demi-heure avec la salle. Soyez juste et concis, s'il vous plaît, pour que les intervenants puissent vous répondre. Yves, la parole. Merci, Mesri. Voilà. Merci, Mesri Haddad, qui est un ami de longue date, qui m'est cher. Et donc, rassurez-vous, je ne vais pas faire d'exposé, moi, même si le sujet m'intéresse beaucoup. Je vais simplement poser deux questions avant Yves Bonnet, parce que soit on n'en dit pas assez, soit on en dit trop. Les soldats en question, qui portaient l'uniforme qatari, ils étaient de quelle nationalité? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je peux vous répondre si vous voulez, parce que j'ai beaucoup suivi. Alors allez-y. Et j'aimerais bien qu'on branche un autre micro. Ouais. Je vous prie de m'excuser parce que je ne peux pas la parole. Je crois que ça marche. Mais c'est tout le problème, vous l'avez. Oui. Merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit parce que votre analyse est très juste. C'est tout le problème effectivement militaire du Qatar. Moi j'ai suivi beaucoup en fait l'armée qatari. J'ai vécu 3 ans en fait là-bas en tant que journaliste. Et les soldats qataris en général sont pakistanais, sont népalais, viennent parfois du Proche-Orient. Vous parliez du Yémen, il y a aussi des soldats qui sont yéménites. Il n'y a aucune comment dire, cohésion en fait militaire. Et sans citer son nom, j'ai eu l'occasion de rencontrer un attaché militaire français. Comment dire, dans la tâche, une des tâches qui est de former les pilotes de l'aviation qatari, qui a rendu de son tablier au bout d'1 an et demi parce qu'il en avait ras-le-bol, parce que pas de cohésion. Alors écoutez, c'est assez ridicule parce qu'en tout, les forces qataries, entre l'armée et la police qatari, comptent à peine 12 000 hommes. Quand on sait qu'il y a une base américaine qui en compte 10 000 à Doha, vous voyez, vous avez compris qui dirige. Oui, Merci. Il n'y a qu'une chose qui est forcément qatari ou émirati, hein, c'est les services de sécurité. Parce que ça, on ne les confie pas à des étrangers. Il y a même des hôpitaux dans les centres de renseignement. Vous voyez pourquoi. Alors, ma deuxième question. Vous avez dit qu'il y avait eu un marché tacite, d'une certaine façon, entre la France et le Qatar en Libye. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que la France voulait mettre la main sur le pétrole libyen, hein, bien évidemment. Mais c'est une supputation. Et en tout cas, le Qatar
était indiscutablement très intéressé, lui, pour mettre la main sur le pétrole libyen. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de pétrole. Enfin, ils n'ont pas de pétrole, ils ont surtout du gaz. Et ça nous a été dit et redit par nos amis libyens de Tripoli, évidemment pas ceux de Benghazi, mais il y avait là, oui, il y avait incontestablement un marché. Alors on avait parlé de preuves à un certain moment. Alors, on avait parlé de documents qui ont circulé, et moi-même j'ai eu entre les mains un document que j'ai remis. Vous avez peut-être hurlé de fureur et d'indignation, et que j'ai remis à mes amis algériens. Voilà. Parce qu'eux, au moins, ils disaient ce qu'on leur donnait. Bien, alors je vais passer dans les rangs pour bien les questions. Je vous demanderai simplement une petite discipline, c'est de poser des questions qui ont trait au thème de ce débat. Et pas plus large, parce qu'il y a 2 autres débats après, ça serait dommage d'empiéter sur les développements qui auront lieu après. Donc là, il s'agit bien de l'isolement du Qatar par rapport à ses voisins et au contexte proche et moyen-oriental. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous pouvez lever le doigt et éventuellement décliner votre identité. Merci. Et faire court. Non, mais c'est juste pour les autres. Hein. Voilà, Isabelle Roux, et je suis sociologue et je fais de la géopolitique. C'est juste un éclairage. Al Jazeera avait 2 chaînes, la chaîne anglaise et la chaîne arabe. J'ai fait l'analyse de contenu en même temps de ce qui se passe dans la chaîne anglaise et dans la chaîne arabe, donc j'ai été postée avec 2 postes. Je peux vous dire que la chaîne arabe était totalement différente de la chaîne française, de la chaîne anglaise. Ce qu'il y avait de commun, c'était les scènes ça reprenait les scènes de soulèvement, de mort, etc. Et je crois que la chaîne Al Jazeera devrait faire l'objet d'un autre débat. Là, vous parlez du conflit libyen, principalement. Je parle du conflit tunisien et libyen. Tunisien et libyen. C'est après quand la chaîne El Mayadine est venue, qui est très importante, qui a été un dissident, c'est un dissident de la chaîne Al Jazeera, Jedou, où là, nous avons une autre vision. Et c'est à partir de là où la rue arabe, si vous voulez, n'a plus suivi le mimétisme presque, excusez-moi, un peu demeuré des chaînes européennes et françaises. Alors ça me permet de faire un petit ajout sur les médias français, parce que vous dites, M. Bonnet, le préfet Bonnet dit qu'il n'y a plus de moyens. Non, mais on est quand même encore obligé d'envoyer des gens sur place, parce que même si les journaux ne se vendent plus, bon, d'abord il y a les radios et les télévisions qui, elles, sont regardées et écoutées. Vous savez que les journaux disposent maintenant de sites internet. Et les principaux, je dirais, supports consultés aujourd'hui pour s'informer assez vite, ce sont les sites internet. Et donc, en tous les cas, quand on concerne le Figaro, sur tous les conflits, il y a des correspondants, enfin des envoyés spécifiques. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur cette chaîne Al Jazeera. Ce que vous dites... J'aimerais qu'on revienne sur... oui, voilà. Oui, ce que vous dites, c'est le double langage. Pourquoi? La version arabe vise une population de 50 millions de musulmans. Leur cible, c'est la voilée et le barbu de moins de 50 ans. Voilà, les islamistes de moins de 50 ans, c'est leur cible. En revanche, la chaîne anglaise a 2 cibles. Le marché américain, après le 11 septembre, c'est compliqué d'avoir un discours viril, et aussi l'islam asiatique. Et le tout, c'est pour se désenclaver, avoir un rayonnement. L'aventure américaine s'est très vite arrêtée, l'aventure asiatique n'a même pas commencé. Et bien sûr, la chaîne arabe a perdu de voilure maintenant, elle n'est plus regardée. Oui, voilà. Oui. Monsieur, j'arrive.
Bonjour, l'ancien ambassadeur de Djibouti. L'ancien ambassadeur de Djibouti en France. Je voulais savoir si le fait, et ce serait peut-être très très vite une réalité, le fait d'un départ du Qatar, du Conseil du Golfe, ne va pas pousser l'Iran à créer une nouvelle alliance dans la zone en créant une nouvelle organisation qui sera partagée par l'Iran, la Turquie, le Qatar, et peut-être cette approche va tenter Oman. Qui veut répondre? Allez-y. Si quelqu'un veut répondre ici dans la salle, il y a évidemment le loisir de le faire. Il existe déjà une organisation des pays musulmans de l'océan Indien, le nom, j'ai du mal à le traduire comme ça de manière spontanée. Et là, en premier rang, c'est le Sultan d'Oman qui est en train de réactiver. L'Iran, sur ça, bien sûr, joue un rôle, parce que pour l'Iran, l'enjeu, c'est le gaz, et le gaz irano-qatari, c'est le marché, essentiellement le marché asiatique. Et, et là, les prix ont repris du gaz depuis la tragédie au Japon, Fukushima, je ne pense pas le nom, là où les Japonais reviennent sur l'énergie nucléaire. Là, ça reprend donc à travers ce sujet gazier, cette confédération, ou bien, j'oublie, c'est un conseil des pays musulmans de l'océan Indien, aujourd'hui peut reprendre. Et comme le Conseil de coopération du Golfe, après ce qu'on appelle le printemps arabe, a demandé l'adhésion de la Jordanie, qui est un royaume, et du royaume marocain. Que la Jordanie y adhère, pourquoi pas, il y a une continuité territoriale. Que le royaume chérifien y adhère, c'est très surprenant. Donc, on est habitué à ce type d'exception. Il se pourrait très bien que le Qatar, qui n'a aucun accès sur l'océan Indien, puisse adhérer à ce type d'organisation. Merci, madame. Oui, bonjour, Naïda Nakad, je suis consultante en relations internationales en ce moment, je suis journaliste. Monsieur Founet, vous avez beaucoup parlé de la Libye. Aujourd'hui, il semble justement que la Libye soit un des pays qui intéresse le plus et qui inquiète le plus, non seulement la France, mais beaucoup de pays européens. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la situation sur place et quel rôle pourrait, par exemple, la France jouer aujourd'hui, non pas à l'époque du président Sarkozy, pour essayer de limiter les dégâts qui sont vraisemblablement imminents de la situation en Libye sur l'Europe? Qu'est-ce qu'elle répond? Ah oui, alors, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la Libye dans cette maison. C'est pas Oui, je viens essayer de répondre à une question vaste. Mais ce sera pour dire que les choses sont loin de s'être simplifiées. Depuis l'époque où je faisais des voyages fréquents en Libye pour y appliquer une politique qui était la politique de la France de l'époque et qui s'est développée, je ne crois pas trop mal depuis ce moment-là. Vous savez qu'aujourd'hui, la situation de la Libye est la suivante, elle est très divisée en trois parties en réalité. 3 États, 3 gouvernements, 3 assemblées, avec l'armée derrière qui va et qui vient, un pays qui est avant tout un pays, je dirais, assez ancien dans sa formation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le pouvoir central, sauf celui qu'avait instauré Kadhafi. Et aujourd'hui, les puissances occidentales, divisées elles-mêmes, font les unes et les autres, chacun leur jeu, leur histoire, pour essayer de mettre la main sur quoi? Sur la Libye et ses ressources. Les informations que nous avons les uns et les autres, et qui sont utiles, je crois, d'être échangées, ce qui me permet de dire au passage, pour ne pas reprendre la parole après, que je me réjouis de voir une assemblée comme celle-ci, qui doit actualiser les choses, et ce n'est pas par hasard non plus que cette réunion intervient à un moment où les choses bougent terriblement dans la région. Non seulement en Libye, mais dans le reste du pays.
On ne peut pas ignorer ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite. On ne peut pas ignorer ce que nous entendons et qui vient de Téhéran, par exemple, régulièrement, bien que la discussion soit de rigueur, nous laisse penser que chacun prend ses jeux, prend ses marques, constitue son ensemble, et que nous sommes en face d'une situation dont on ne sait pas ce qu'elle pourrait être. En tout cas, on peut le supputer. En tout cas, moi, je le suppute, je le suppose. Alors, pour répondre à la question, ici, la nation de la Libye, que voulez-vous qu'on dise? Je sais qu'elle est très divisée, très difficile. Ce sont des tribus qui n'avaient de réalité que ce que Kadhafi en avait fait. Du reste, vous observerez, en passant, que Kadhafi n'a jamais négligé les tribus, bien au contraire. Et dans les pires moments, malgré son pouvoir autoritaire, et Dieu sait qu'il l'exerçait bien, j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises, il réunissait et il envoyait des émissaires dans les tribus. Il ne faisait rien sans avoir l'accord des tribus. Et la meilleure preuve, c'est que lui était originaire d'une de ces tribus, des plus petites, mais des plus efficaces. Et que j'ai eu l'occasion, moi, à l'époque où je le voyais, et qu'il avait confié cette relation personnelle que nous avions à son cousin, qui était de la même origine que lui, qui était de la même tribu, le colonel qui était chef de l'aviation générale de la Libye, et qui a mal fini. Et un jour, il m'a annoncé, il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise que malheureusement, votre ami, le colonel Chehab, son nom, enfin, qui est un cousin germain direct, a été tué dans un accident. La petite enquête à laquelle je me suis livré m'a laissé penser qu'il ne s'agissait pas d'un accident, en réalité. Bon, c'est un épisode pour montrer que, à cette époque-là, Kadhafi tenait bien en main la Libye, et quand je suis intervenu auprès de lui plusieurs reprises, et pour une affaire précise qui était celle des Bulgares, dont vous vous souvenez, les affaires bien bulgares, il m'a dit à la fin de l'entretien, il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise, moi je veux bien vous faire plaisir, que je faisais chorus avec tous ceux qui intervenaient ici et là pour la libération. Il m'a dit, vous savez, c'est une région qui est très turbulente pour moi et qui pose beaucoup de problèmes. Et c'est quelque chose que l'on n'imagine pas en Occident. C'est que des régions, des pays comme ça, peuvent être à certains moments en turbulence ennuyeuse pour le pouvoir central. Donc, ce pouvoir central qui était déjà contesté en partie et contenu par Kadhafi, aujourd'hui est dégénéré. Ça veut dire personne n'a d'autorité. Personne ne peut intervenir. Ceux de Benghazi n'interviennent pas à Tripoli et inversement. Donc la réponse, chère madame, je ne vous ai pas vu, mais je vous ai entendu, elle peut qu'être une réponse à la mesure de la question. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un moyen, on peut pas réfléchir au moyen, c'est autre chose, tant qu'il n'y aura pas un moyen centralisateur, avec un pouvoir fort, qui ne sera pas du tout un pouvoir démocratique, il faut le dire, parce que ça ne se prête pas à un régime comme le régime existant en Libye. Vous ne voyez pas la Libye, des élus pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale libyenne. Ça n'existe pas. Tant qu'il n'y aura pas ça, c'est-à-dire quelqu'un qui s'imposera, eh bien, je dis que la Libye va évoluer avec des tentatives de mise en main des pouvoirs des pays occidentaux, et que nous allons en aventure. Mais ce n'est pas la seule dans la région. En tout cas, je vais préciser, enfin, je ne sais pas si c'est avec François Hollande, on avait quand même le sentiment qu'il y avait un soutien plutôt pour le général Haftar, considéré laïque, précisément. Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, la donne peut être un peu modifiée? La première déclaration du président Macron a eu lieu hier ou avant-hier sur la région, et elle n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligeable parce qu'elle traite d'un problème qui est un véritable contentieux dans la région et qui pose beaucoup de difficultés. Et je ne suis pas sûr que parmi tous ceux qui l'ont entendu, il a fait la déclaration au propos de la Syrie, comme vous le savez, que parmi tous ceux qui l'auront entendu, ils soient satisfaits de cette position. Car non seulement il y avait une phrase qui était « il faut que le dictateur de la Syrie reste parce qu'il n'y a personne d'autre pour le remplacer », deuxièmement, il faut parler avec les Russes tout de suite. Ce qui va à l'inverse, qui est à l'inverse de la politique que certains ont préconisée, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, ce n'est pas si loin que ça, et bien que ce successeur, ce bon successeur, qui était là, soit maintenant dans un poste tranquille, il était quand même pour le mettre en guerre,
Et il fallait que Assad se libère le soir même, rappelez-vous, de la Syrie. Donc, il faut attendre les discussions. Les discussions, les rencontres, les déclarations, et je ne tiens pas pour négligeable celle qui a été faite hier, parce qu'elle émane de quelqu'un dont nous savons, le patron, je le connais bien, sans doute aussi, les qualités, mais qu'il les exprime avec autant de clarté sur un problème aussi difficile et pour moi plutôt rassurant. Merci, Roland Dumas. Une question, monsieur. Bon, monsieur Al-Abidillah, je suis journaliste irakien, journaliste écrivain. Vous avez parlé, quand M. Benet, M. Bibi et M. le ministre, vous avez parlé pour l'intervention qatari. Oui. L'intervention qatari en certains pays. Mais souvenez-vous qu'en fin 2015, il y a un groupe de 26 Qataris qui sont kidnappés en désert d'Irak, exactement dans la frontière iraki-syrienne. Ce groupe de 26 Qataris, ils sont libérés en avril 2017. La somme qui avait payé, c'est $1 milliard en cash. Il avait payé dans l'aéroport Irak, à Bagdad. Moi, je trouve cette somme, $1 milliard, pour libérer, bien sûr, c'est une question humaine, pour libérer les kidnappés. Mais moi, je trouve que c'est une façon de financer quelque chose d'illégal. C'est une somme, on ne paye pas comme ça pour libérer certains otages. Autre chose, à tout à l'heure, vous avez parlé... Je crois que Roland Dumas pourrait vous en parler parce que la philosophie française, de ce point de vue, qui diffère un peu de la philosophie anglo-saxonne, fait que, même si évidemment on ne le dit jamais en France, Ben, Je connais un peu cette affaire. Ouais. Il y a effectivement coûté beaucoup d'argent. Et j'ai cru noter à votre accent, si vous permettez, cher ami, que vous étiez directement intéressé par l'intervention qu'ont faite les Iraniens dans cette histoire. C'est ça. Et donc vous y avez quelques liens et vous avez peut-être quelques informations. Mais c'est une famille, en partie, la famille royale. La famille royale musulmane. Et donc, je dirais que ça n'a pas de prix. C'est un peu exagéré de dire ça sous cette forme, mais ça arrive. Et en tout cas, l'affaire se négocie ces temps-ci, parce que les sommes ont été annoncées, mais n'ont pas encore été payées. Si. Alors, vous en savez plus que moi. Merci. Vous avez une question? Vous avez une question à poser? Vous avez une question à poser ou c'était un témoignage? Non, non, c'est pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas pour Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, qui est importante dans le monde arabe. En même temps, tout à l'heure, vous avez parlé de Paris Saint-Germain, ou le propriétaire du club Paris Saint-Germain. Oui, mais là, on va s'éloigner un peu du premier débat, je pense. Hein. Voilà. Bon. Faut mieux garder-en sous le pied, comme on dit. Parce qu'il y a une table ronde qui va être consacrée à cela. Je crois que c'est mieux de ne pas tout mélanger. Y a-t-il une dernière question, monsieur, dans le fond, sur ce sujet? Non, vous pouvez parler plus fort. Je suis docteur Andielgé, Institut français de dossier. On n'a rien entendu. Vous m'entendez là ou pas? Voilà. Alors vous êtes docteur Andielgé, Institut français de géopolitique. D'accord. Donc la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi rompre avec le Qatar et pas avec Oman? Alors. Qui a d'excellentes relations avec l'Iran et qui court-circuite très souvent la politique saoudienne. Oui, ce sont deux choses complètement différentes. Le sultanat d'Oman a une vraie histoire, a une profondeur géopolitique et surtout, sa composition sociale, religieuse est un équilibre essentiel. 24% de chiites, une grosse majorité d'ibadites et sunnites, et ce que le sultanat d'Oman a, en dehors de l'Arabie saoudite, c'est la dernière mosquée construite du vivant du prophète. C'est une assurance vie, c'est un équilibre pour sa population sunnite, et aussi le sultanat d'Oman, il faut s'en souvenir, il a une profondeur africaine qui était à Tanzanie, Dar es Salaam, à Zanzibar,
il y a ces relations commerciales, et ça reste une civilisation. Le Qatar, c'est un musée grévin en cocotte minute. Il n'y a pas de profondeur. On ne parle pas de la même chose. Et l'assurance vie de Sultana d'Oman, c'est le rocher qu'il a en face de l'Iran, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 32 ou 33 km par lesquels traverse le quart de l'offre énergétique mondiale. Ce que le Qatar n'a pas. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Et les Omanais aussi, ils ont fait ce que personne de la région n'a fait, ils ont fait des concessions de frontières pour avoir des accords durables. Donc c'est tout signé sur le papier, c'est nickel. Le sultan Qaboos a fait un pacte de succession qui est secret, mais la procédure est en place au moment où les Saoudiens changent de succession, ou au Qatar, c'est le coup d'État permanent. Le Koweït, c'est la seule dictature monarchique où un député a été tué. En général, on assassine les hommes politiques dans les démocraties. Là, ça devient aberrant. Donc, il y a une stabilité à travers la sagesse de Sultan Qaboos, et on ne peut pas se permettre d'avoir un intermédiaire de cette taille-là, de ce niveau-là. Merci beaucoup. Voilà, il est 16h30, on va tenir les horaires. Vous avez une deuxième table ronde qui s'annonce passionnante sur affairisme, entrisme, islamisme, prosélytisme et terrorisme, la polyvalence du Qatar. Je remercie infiniment Hippolyte et M. Elmili, et puis on n'oublie pas Antoine qui nous a quittés tout à l'heure, mais qui, Antoine Sfer, qui a ouvert cet après-midi. Merci beaucoup et continuez bien.